Et si je te disais qu'il y avait un moyen simple de largement surperformer le S&P 500 que pourtant personne n'utilise? Tu serais sûrement sceptique, pourtant c'est bel et bien le cas. Il s'agit simplement d'investir sur des small caps. Oui, comme tu le vois sur ce graphique, on a depuis les années 90, donc ça fait plus de 30 ans, l'indice MSCI, que peut-être tu connais, le MSCI World, c'est très connu, qui a plusieurs indices, un pour les large caps, donc que les géants sociétés cotées en bourse, un pour les mid caps, donc pour les sociétés dites de taille moyenne, et aussi un pour les small caps, donc c'est les plus petites sociétés. Et on voit que sur cette période de environ 35 ans, les sociétés qui ont le mieux performé en termes de hausse du cours, de performance, c'est les small caps. Et en deuxième, c'est les mid caps. Et en troisième, bien, c'est simplement les large caps. Je vais te montrer un autre graphique qui montre plus ou moins la même chose, juste c'est pas exactement les mêmes indices. Donc là cette fois-ci on a les mid caps qui se retrouvent en premier, les small caps en deuxième et les large caps en troisième. Mais en tout cas ça c'est quelque chose qu'on observe très fréquemment quand on voit l'historique des marchés boursiers, c'est qu'à très long terme, donc c'est pas sur 3 ans ou 5 ans, c'est sur des périodes de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe le siècle, le monde d'histoire, en général, les petites sociétés, entre guillemets petites, performent mieux que les géantes sociétés. Pour information, ce qu'on appelle des small caps, en tout cas aux États-Unis, en Europe c'est un peu plus bas, c'est moins de 2 milliards de capitalisation, donc de prix pour acheter la totalité de la société. Pour les mid caps, c'est moins de 10 milliards, en dessous de 10 milliards, et du coup au-dessus de 10 milliards, c'est ce qu'on appelle les large caps. Et ce qui est dingue, et c'est peut-être ce que tu es en train de te poser comme question, c'est que c'est clair sur les graphiques, c'est pas moi qui les ai trafiqués, tu peux aller voir toi-même sur des sites de finance. Sur les dernières décennies et en général sur la plupart des décennies, on a vraiment les small et mid caps qui performent mieux que les large caps, mais pourtant en fait, clairement, quasiment personne n'investit sur les small caps. Si je te pose la question de toi-même, peut-être ton entourage, les gens que tu connais, les autres personnes que tu suis sur YouTube ou autres qui te parlent d'investissement en bourse, on est d'accord que c'est quand même très très rare les personnes qui investissent sur des small caps. Déjà, la majorité des gens, ils investissent sur des ETF, souvent le MSCI World, souvent le S&P 500, donc ça c'est que des géants de sociétés qui y a dedans. Ou souvent ils ont les sociétés les plus connues, LVMH, Nvidia, Apple et compagnie. C'est très 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 souvent des gigacaps qui vont peser largement plus de 10 milliards, même parfois plus de 100 milliards et même parfois même plus de 1000 milliards. Mais c'est super rarement des PME, des sociétés qui vont faire 100 millions, 300 millions ou même ne serait-ce qu'un seul milliard. Donc comment ça se fait? Avant de répondre à cette question, on va se poser aussi la question de pourquoi déjà ces petites sociétés battent les grandes à long terme. Pourquoi elles performent mieux? Car on pourrait se dire, c'est bizarre, une grosse société, elle est plus puissante, elle a plus de force, elle devrait mieux performer. Sauf que c'est assez logique quand on y réfléchit, c'est que on a un potentiel de croissance qui est accru pour des petites sociétés. Forcément, si tu prends une toute petite société qui pèse 50 millions, elle peut tout à fait faire x10 pour peser 500 millions et faire un x100 pour un jour peser 5 milliards. Ça paraît pas déroutant de peser 5 milliards. Alors que tu prends une société géante qui a déjà conquis son marché, qui a déjà quasiment gagné tous les clients. On prend par exemple Apple. Apple qui pèse, il me semble, environ 2000 voire 3000 milliards de dollars. Elle ne peut pas faire x100. Il n'y a pas assez d'humains qui pourraient acheter assez d'iPhone, de Mac et compagnie pour que la société multiplie par 100 son bénéfice. C'est littéralement impossible. Elle pèserait plus que la capitalisation de toute la bourse en fait. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Je pris l'exemple ici avec Nvidia. Nvidia qui a une très grosse croissance en termes de cours ces dernières années, qui pèse maintenant 3000 milliards, donc 3 billions de dollars. Si elle fait x100, ça voudrait dire qu'elle passe de 3000 milliards à, déjà quand elle fera x10, 30 000 milliards, et ensuite quand elle aura fait son x100, 300 000
milliards. C'est plus que la capitalisation boursière mondiale. Ce n'est pas possible. Maintenant, on prend une société de taille moyenne qui est Green Brick Partners, une société immobilière aux USA, qui est ma première ligne dans mon portefeuille, la société où j'ai le plus d'argent investi dessus, qui pèse 2 milliards. Est-ce qu'elle peut faire x100 ? Alors ce sera sûrement pas facile, c'est pas certain, et ça prendra des décennies, ça va certainement pas se faire d'ici 3 ans ou 4 ans, mais voilà, sur des décennies, c'est possible que la société se développe, gagne son marché aux USA, se développe en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, et devienne une gigantesque société immobilière. Voilà, c'est improbable mais possible, pour qu'un jour elle pèse 250 milliards. Voilà, ça paraît pas dingue de se dire qu'une société immobilière de construction fasse 250 milliards de capitalisation. Donc c'est possible, elle a un plus gros potentiel de croissance. En plus, un deuxième point, c'est que les petites sociétés ou moyennes sociétés ont plus d'agilité pour s'adapter, en particulier en cas de crise. Imaginons qu'on a une nouvelle qui arrive, comme on a eu avec la crise sanitaire en 2020. Eh bien sûr qu'une géante société, elle va s'adapter également. Mais entre une petite société, donc imaginons, on va prendre l'exemple des restaurants, une petite chaîne de restaurants qui a 10 restaurants à travers la France, et qu'elle doit s'adapter aux normes de la crise sanitaire, donc les masques, l'hydrogel, etc., toutes les petites mesures, la distance et compagnie. Le patron, il réunit tous les managers, les équipes. Je pense qu'en voilà, je dis ça au hasard, mais en 1 ou 2 semaines, ça peut s'organiser. Il n'y a que 10 restaurants. Bon voilà, c'est assez rapide, assez agile, assez flexible. Maintenant, pour que McDonald's, avec ses dizaines de milliers de restaurants, s'adapte, ça se fera, mais avec toute la bureaucratie, c'est pas demain la veille, ça va prendre des mois et des mois. Donc forcément, quand on est une plus petite structure, on a plus d'agilité, plus de flexibilité, on peut être plus rapide pour s'adapter aux différents changements du monde. Et c'est aussi un facteur qui peut expliquer une meilleure performance à long terme, en moyenne, des petites sociétés. C'est pas pour rien, comme tu le vois si tu suis mon partage mensuel de portefeuille, ce que je te montre tout ce que je fais, que 70% de mon patrimoine boursier est sur des small et mid caps. Tout ce que tu vois en hachure, c'est des ETF, donc là en fait ça va être des large caps que j'ai pas en direct, que j'ai via les ETF. Le pointillé c'est juste du cash, et tout le reste, toutes les petites bandes de couleurs sur le camembert que tu verras, à part une seule, il y en a une seule qui pèse plus de 10 milliards, donc qui est à peine une large caps, mais sinon toutes les autres sont des small caps ou des mid caps. Elles pèsent toutes, sauf une, moins de 10 milliards de capitalisation, et donc ça représente environ 70%, allez peut-être 65% de tout mon patrimoine boursier. Mais du coup, on pourrait se dire, si c'est aussi simple que de voir qu'historiquement les indices small caps performent mieux que les large caps, pourquoi tout le monde investit à ce point sur les large caps ? Pourquoi tout le monde investit sur LVMH, sur Nvidia, sur Apple, etc. ou sur des ETF large caps ? Pourquoi personne ne le fait ? Pourquoi c'est aussi peu connu ? Alors premièrement, c'est juste qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui sont simplement pas au courant, et peut-être qu'il y en aura qui le découvriront grâce à cette vidéo, tant mieux si c'est le cas. Ils ne le savent pas, car personne ne leur a dit, personne ne leur a montré, et ils ne sont pas allés le chercher eux-mêmes, que sur des décennies, les small caps battaient les large caps. Voilà, moi aussi, je ne l'ai pas su dès que j'ai commencé à investir en bourse, Je l'ai su au bout d'un moment en l'apprenant, mais c'est pas évident. Mais si on ne va pas lire des livres, voir des vidéos, lire des articles sur ce genre de sujet, on peut finir par juste ne jamais l'apprendre. Donc je pense qu'une bonne partie des débutants en particulier qui investissent en bourse, qui ont leur petit ETF ou leur large caps, ne sont juste même pas au courant qu'on peut investir sur les small caps, et ne sont certainement encore moins au courant que les small caps en général battent les large caps. Deuxièmement, il faut savoir que c'est très inconfortable. Et oui, c'est pas, comme on dit en anglais, there is no free lunch, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que oui, à long terme, on peut avoir une meilleure performance. En tout cas, historiquement, ça a été le cas. Mais il y a un petit peu le revers de la médaille qui est que c'est hyper inconfortable émotionnellement parce qu'on a une volatilité qui est plus importante avec les small caps. Si le S&P 500 prend 5%, souvent l'indice Russell 2000 small caps va prendre peut-être 7%. Si le S&P 500 perd 5%,
le Russell 2000 va perdre 10%. Souvent, c'est exagéré, c'est amplifié. Donc, en fait, déjà qu'on a pas mal de volatilité en bourse, sur les large caps classiques, c'est accéléré, augmenté, amplifié avec les small caps, donc c'est hyper inconfortable, surtout si tu regardes souvent le cours des sociétés de ton portefeuille, tu risques de péter un peu un câble, c'est hyper volatile et forcément tu peux avoir plus de risques. Une gigantesque société qui pèse des centaines de milliards va très très rarement manger un moins 40, un moins 50% dans une journée. Voilà, ça arrive quasiment jamais. Avec une petite société, c'est très rare également, mais ça arrive plus fréquemment. Donc voilà, on a cette volatilité qui est inconfortable et qui fait peur et qui est juste désagréable à supporter pour pas mal de monde. Et ça, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas un avantage. Troisièmement, cela ne marche qu'à très long terme. Quand on voit les graphes sur 30 ans, les small battent les larges sur quasiment, je pense, toutes les périodes de 30 ans qu'on peut prendre depuis le début de la bourse, mais c'est pas une théorie prouvée, scientifique, simple, où voilà, tous les jours qui vont arriver sur la bourse, les small vont battre les grandes. Des fois, on a des périodes de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, et même peut-être plus, où c'est les large caps qui dominent, qui surperforment. Et donc, faut se dire que tu vas peut-être avoir une stratégie small caps en espérant battre les large caps, mais pendant les 3 prochaines années, tu vas faire moins bien que le marché et tu vas souffrir parce que tu vas te dire oh là là, j'aurais juste pu prendre un ETF S&P 500 et faire mieux que cette gestion qui peut être plus pénible en plus émotionnellement. Et du coup, tu vas peut-être, au bout de 3 ans, laisser tomber, vendre, revenir sur les larges. Et c'est là que les small, un an après, vont exploser et tu seras encore plus peut-être dégoûté. Voilà, il faut se dire que c'est un pacte que tu fais avec le toi dans minimum 8-10 ans. Tu sais que sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu feras mieux, en tout cas très probablement que les large caps, mais c'est pas sûr. Et peu de gens sont aussi patients, peu de gens sont capables d'encaisser, de faire moins avec leur stratégie pendant 3, 4, 5 ans. Ils vont finir par abandonner, par vendre, par changer. Il faut vraiment avoir une bonne robustesse à ce niveau-là, être assez têtu entre guillemets et être patient et attendre que ça se fasse. C'est beaucoup plus irrégulier, on va dire, au niveau des résultats. Donc tout ça pour te dire que ça mérite, en tout cas si tu possèdes ces qualités, d'être patient et de supporter la volatilité, que tu t'intéresses toi aussi aux small caps. Alors je te dis pas de faire comme moi, de mettre 70% de ton patrimoine boursier que en small caps, ça paraît très risqué, c'est plutôt pour quelqu'un qui a un très long horizon d'investissement, qui accepte la volatilité, etc. Donc c'est pas ce que je te dis de faire, peut-être que pour toi ce serait bien d'avoir juste 10% ou 20% ou 30%, voilà, à toi de juger, mais intéresse-toi-y, ne serait-ce que pour une petite partie de ton patrimoine boursier, car quand on veut se diversifier, c'est logique de prendre plusieurs zones géographiques, plusieurs secteurs d'activité, mais souvent les gens ne sont pas diversifiés en termes de taille de société. Ils ont que des gigantesques sociétés qui pèsent plus de 100 milliards, ils n'ont aucune société qui va être des mid-caps, et ils vont avoir aucune société qui va être des small caps, ce qui est moins diversifié que quelqu'un qui aurait les deux. Et moi, dans mon cas, j'ai des large caps quand même via mes ETF, donc ça me permet de profiter des deux. Ces dernières années, on a les large caps qui performent super bien. Mes ETF ont bien monté, plus que mes portefeuilles small caps. Bon, voilà, c'est cool, ça me fait quand même gagner de l'argent. Et quand, probablement dans les années ou dans même 5 ans, 10 ans, ce sera les small caps qui exploseront tout, eh bien, je serai aussi content parce que je les aurai dans mon portefeuille, tout simplement. Allez, avant de te laisser, je te laisse un dernier bonus. C'est le fait que, en plus, on a souvent d'excellentes opportunités value, car c'est des sociétés qui sont simplement moins regardées par le marché. Tous les analystes financiers de la planète regardent Apple, regardent Meta, regardent Nvidia. Beaucoup moins d'analystes financiers vont regarder des petites sociétés, en particulier si en plus on prend des petites sociétés françaises par exemple, comme beaucoup que j'ai pu citer dans mes vidéos, Pujula, Katana Group, des mid-caps aussi comme Veralia, etc. C'est des sociétés qui sont beaucoup moins regardées et donc on a beaucoup plus de chances de trouver des dévalorisations, des sociétés qui sont sous-évaluées, sous-cotées quand on prend les small caps par rapport aux gigacaps qui sont regardés par beaucoup plus de fonds d'investissement, etc. Donc c'est un point bonus pour les investisseurs value.
Et c'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai autant de small caps dans mon portefeuille, c'est que je trouve des meilleures opportunités que si je me concentrais que sur le CAC 40 et les 100 sociétés les plus grosses aux USA ou ailleurs. Maintenant, avant de te quitter, j'ai quelque chose pour toi. Si tu es intéressé par recevoir gratuitement une formation par email écrite par mes soins qui te parle de comment créer un portefeuille performant qui bat le marché, ou en tout cas qui a de bonnes chances de battre le marché de A à Z, eh bien, clique sur le premier lien en description. Tu rentres simplement ton adresse email et tu recevras directement le premier email de cette formation. Il y en aura 7 en tout. Et pour les 7 prochains jours, tu recevras chaque jour la suite de cette formation par email pour t'apprendre à optimiser ton portefeuille, à créer un portefeuille qui a des chances de faire mieux que le marché, bien choisir les sociétés. Donc si tu veux recevoir ça dès maintenant, clique sur le premier lien en description. À très vite pour de prochaines vidéos.